Coucou les petits poulpes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année et qui dit dernier jour de l'année dit dernière vidéo de l'année. Et cette vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, c'est un genre de vidéo que je ne fais pas souvent. C'est un top 10 et ce top 10 va récapituler toutes mes meilleures lectures de l'année 2016. Cette année, j'ai lu plus de 60 livres, donc c'est ouf. Ça fait des années que je n'ai pas lu autant de livres, autant de pages, etc. Donc je suis assez fière de moi. J'espère en lire encore plus en 2017. Je vous présente tout de suite le premier livre. Je vais vous présenter les livres par ordre chronologique. Pour le premier, il s'agit de Room de Emma Donoghue. C'est un livre... Ça a été un coup de cœur, mais monumental. C'est un livre que j'ai emprunté pendant mon stage à Hachette, à la bibliothèque, donc que je n'ai pas en ma possession. Et j'aimerais beaucoup l'avoir et le trouver dans une belle édition en fait. Et je n'arrive pas à le trouver dans une belle édition. Vous devez sûrement déjà connaître l'histoire puisque ce livre a été adapté en film et il a rencontré un grand succès. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de le lire. On va suivre l'histoire d'un petit garçon qui habite dans une sorte de cabane avec sa maman. Au début on comprend pas trop pourquoi il est là. Comme c'est vraiment du point de vue de l'enfant, on a quelque chose de très innocent, de très enfantin. On comprend au fur et à mesure que sa mère a été kidnappée il y a des années de cela et qu'elle a en fait été violée plusieurs fois et que le petit garçon Jack est né en fait dans cette cabane et qu'il ne connaît que ça, il ne connaît pas le monde extérieur. Sa mère va bien sûr essayer de lui faire vivre une vie normale dans la mesure du possible, elle va lui faire du sport, etc. C'est une lecture mais qui m'a touchée au plus haut point, je ne m'attendais pas à ça. Je suis très sensible quand il est question de viol, mais là, comme c'est du point de vue d'un petit garçon, il a 5 ans si mes souvenirs sont bons, c'est tout simplement parfait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je n'ai trouvé aucun défaut à ce livre. C'est bien rythmé, c'est bien écrit, on ressent toutes les émotions et en passant le film l'a extrêmement bien adapté. J'avais très peur, j'ai lu le livre avant, j'ai eu un gros coup de cœur, je me suis dit est-ce que je regarde le film, j'avais très peur d'être déçue mais j'ai adoré tout autant. Donc vraiment, si vous n'avez pas le temps de le lire, regardez le film, il est vraiment très touchant aussi. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est également un livre très touchant qui m'a fait pleurer, qui m'a mis dans une mini panne de lecture pendant quelques jours parce que je n'arrivais pas à passer à autre chose. Il s'agit de Charlotte de David Fuenquinos. C'était le premier livre de David Fuenquinos que je lisais et ça m'a du coup donné envie de continuer avec cet auteur parce qu'il a une plume magnifique. Ici, on va donc suivre Charlotte, c'est une jeune femme qui habite en Allemagne, qui a envie de devenir peintre, de devenir artiste. C'est son rêve le plus fou, elle va donc essayer d'entrer dans une école d'art. Elle va réussir, mais malheureusement, on est dans les années 1940 à Berlin et Charlotte est juive. Comme vous le savez, voilà, à cette époque-là, être juif, c'était pas super. Donc Charlotte va être progressivement exclue de la société, exclue de son école d'art, etc. Et elle va être obligée de fuir l'Allemagne et de fuir la guerre. On va la retrouver dans le sud de la France et elle va encore avoir des problèmes là-bas. La quatrième de couverture révèle ça dès la première phrase. Charlotte va être tuée à la fin alors qu'elle était enceinte. Donc en fait, on lit cette histoire tout en sachant pertinemment ce qui va arriver à la fin. Et c'est vraiment ça le pire en fait. C'est que David Fuenquinos arrive à mêler poésie et horreur dans un seul et même livre. Ça m'a beaucoup touchée. Enfin, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je me disais que c'est pas possible, c'est pas possible. On a une histoire d'amour magnifique aussi. Les mots me manquent pour parler de ce livre, vraiment. C'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année également. On change radicalement de genre puisque je vais vous parler de Walking Disaster de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu. C'est une romance new adult. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une romance où il va y avoir des scènes de sexe. Voilà, c'est un genre que je ne lis absolument pas. Pourquoi j'ai lu ce livre-là et qu'est-ce qui me donnait envie? En fait, tout simplement, c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Nin qui justement était un top 10 des meilleures romances new adult. Et en fait, c'est celui-là qui m'a le plus tenté par le résumé. On va donc suivre Abby et Travis, un couple assez banal entre guillemets dans ce genre de livre. Abby est une jeune fille voilà, assez simple, elle vient de Las Vegas mais elle a emménagé dans une petite ville. Sa meilleure amie America est également là. Et Travis, c'est le bad boy par excellence, il fait des combats clandestins, il est tatoué, il a une moto, bref, le bad boy
par excellence. Et Travis est quelqu'un d'extrêmement possessif. Il va appeler Abby tout du long de l'histoire Poulette. Alors ça par contre c'était insupportable. Ils auraient pu trouver un autre surnom quand même. Mais c'est quelqu'un de très possessif. Parfois il m'a beaucoup énervée parce que je me disais mais c'est pas possible. Mais lui une baffe Abby, mets-lui une baffe, il mérite que ça. Mais à la fin, on est complètement amoureuse de lui. Et je n'ai pas échappé à la règle. Alors j'ai commencé par Walking Disaster et pas par Beautiful Disaster que j'ai également. Tout simplement parce que j'ai trouvé celui-ci en premier. Donc pour vous expliquer, celui-ci est du point de vue de Travis et Beautiful Disaster est du point de vue de Abby. Je vous présente celui-là parce que c'est le premier que j'ai lu et surtout parce que je l'ai largement préféré à l'autre. J'ai trouvé que dans le tome d'Abby, on comprenait vraiment pas ses réactions, alors que là justement on comprend beaucoup mieux pourquoi Travis réagit de cette façon. Ce que j'attendais de ce livre, c'était vraiment une romance assez banale, assez cliché, clairement j'ai retrouvé des gros clichés des romances, ça j'ai beaucoup aimé, mais il y a aussi beaucoup de rebondissements, beaucoup d'action, on ne s'ennuie pas une seule seconde, ça se lit extrêmement vite et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'écriture de Jamie Maguire et cette histoire. Je vais maintenant vous parler d'un roman de type gore, horreur. Il s'agit de Plus de morts que de vivants de Guillaume Guéraud aux éditions du Rouergue dans leur collection Dos à dos noir. On va suivre des collégiens dans un collège de Marseille, le collège Rosa Parks, en hiver. Il y a quelques virus qui traînent dans l'air, grippe, gastro, voilà. C'est génial, mais bon, ce n'est que ça, tout est normal, sauf qu'il y a quelques petites choses qui vont se passer, comme des boutons sur la peau, ou alors quelques mèches de cheveux qui tombent, des choses qui paraissent assez banales, mais qui ne le sont pourtant absolument pas, puisqu'il s'agit d'un virus mutant, pas mutant dans le sens extraterrestre, un mutant dans le sens qui mute, qui va justement contaminer tout le collège. Quand je vous parle d'un virus mutant, c'est que c'est vraiment un virus mutant, c'est-à-dire que des crânes vont s'ouvrir en deux, la mâchoire va se décrocher et tomber, la trachée va se couper et ils vont tous mourir les uns après les autres, d'une façon de plus en plus atroce, comme ça paraît horrible, et pourtant Guillaume Guéraud réussit à nous faire passer ça d'une façon assez poétique à mes yeux. Il a une écriture très spéciale, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour moi, le gore, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je ne regarde que très peu de films d'horreur, même si j'essaye de m'y mettre un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment pas mon genre de prédilection, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et pourtant, là, même s'il y a des scènes qui m'ont fait vraiment faire des grimaces et me dire « aïe, pourquoi je continue ce livre ?» Et ça a été un gros coup de cœur. C'est une lecture qui marque. 2-3 jours après, j'y pensais encore. Je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce qu'on a une sorte de fin ouverte à la fin quand même. Et je me demandais qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait vraiment? Qu'est-ce qu'on ferait? Et encore aujourd'hui, je pense à cette lecture, je pense à cette histoire. Donc c'est vraiment que c'est une bonne lecture à mes yeux. On part maintenant du côté du Young Adult. Je vais vous parler de Red Rising, le tome 1 de la saga de Pierce Brown, ici aux éditions Hachette Roman. C'est une saga de dystopie. Oui, encore une, je sais ce que vous allez me dire, mais cette fois on a le point de vue d'un garçon. Et déjà ça change pas mal de choses. Darrow est donc un jeune garçon qui fait partie de la race des rouges, c'est-à-dire la couleur la plus basse au niveau de la hiérarchie de ce monde. La race la plus élevée est celle des Ors. Et dans cette histoire, justement, les orques vont punir Darrow et sa femme d'une façon horrible, puisque la femme de Darrow va être mise à mort sous les yeux de son mari. C'est une sorte de sacrifice et justement Darrow va continuer à mener la lutte en l'honneur de sa femme décédée. Il va justement intégrer la race des orques. Il va réussir à intégrer le haut de la société d'une façon assez remarquable, je dois bien le dire. Je ne vous dirai rien du tout parce que c'est une des choses qui m'a le plus fascinée et le plus impressionnée en fait. C'est la façon dont il intègre justement cette société. Ce n'est pas seulement de la dystopie, on a vraiment tout un aspect très science-fiction dans le sens où on a une bataille dans les airs, dans l'espace, etc. C'est assez sombre aussi puisque comme c'est du point de vue d'un garçon, déjà ses paroles sont beaucoup plus crues, sont beaucoup plus franches, sont beaucoup plus directes.
Donc ça, c'est vraiment un point positif. Et puis justement, on a beaucoup de personnages secondaires qui sont masculins également. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Dans une saga dystopique, ce sont souvent des filles. Et là, ça fait du bien d'avoir un personnage masculin. On a quelques personnages féminins également, bien sûr, qui sont très importantes. Je pense à Mercedes, qui est une femme forte que j'ai envie d'ailleurs de découvrir encore plus. Parce que je n'ai pas terminé cette saga, il me manque le 3e tome encore aujourd'hui. Si vous avez envie d'une dystopie qui est bien réalisée, lisez Red Rising. Ça change de tout ce que j'ai pu lire auparavant. J'ai vraiment lu pas mal de dystopies maintenant. C'est vraiment quelque chose de maîtrisé. On a aussi plein de références à la mythologie grecque et ça, c'est trop bien. Il y a tellement de points positifs dans ce livre que de toute façon, je ne vais pas pouvoir résumer ça en quelques minutes. Je vous ferai une vidéo complète une fois que j'aurai terminé la saga entière. Aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure dystopie young adult que j'ai lue. Toujours dans du young adult, mais on part du côté de la fantasy avec les tomes 1 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Celui-ci s'intitule Les Héritiers. Je ne vais pas m'attarder trop sur ce livre puisque c'est vraiment quelque chose que vous devez découvrir par vous-même. Mais il y a une histoire et une mythologie derrière ce livre qui est tout simplement fascinante. L'écriture de Cindy Van Wilder est très spéciale, il faut un petit peu de temps pour rentrer dedans et pour s'y habituer, mais une fois qu'on a dépassé ce stade, c'est tout simplement magique. J'avais l'impression de regarder une série ou de regarder un film et que les images défilaient devant moi, tellement les descriptions sont bien réalisées. C'est un livre qui se lit doucement, voilà, il faut prendre le temps de le lire, il faut prendre le temps de s'approprier l'histoire, de s'approprier les personnages, s'approprier la mythologie, etc. Très rapidement, on va découvrir Peter, un jeune garçon qui paraît tout ce qui est plus banal, mais sa mère va l'emmener un soir dans une résidence qui est appelée la Lion House et il va se retrouver entouré de jeunes gens d'à peu près son âge à justement essayer de découvrir leurs origines. Je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Encore du young adult, toujours du young adult. Je vous parle maintenant de Nos âmes jumelles, le tome 1 de Samantha Bailly aux éditions Rajo. Vous avez pu le voir dans l'un de mes vlogs du week-end à 1000, j'ai pleuré pour ce livre. Pas parce qu'il est triste, mais parce que j'étais extrêmement nostalgique en le lisant. On va suivre Lou et Sonia, deux jeunes filles. L'une veut devenir écrivain et l'autre illustratrice. Et on va suivre un petit peu leur vie, leur rencontre entre elles. Elles vont se rencontrer sur internet. Donc déjà c'est un thème qui m'est très cher puisque j'ai rencontré beaucoup d'amis sur internet. Mais on va aussi voir un petit peu leur vie chacune de leur côté, dans leur lycée, dans leur famille, etc. Leurs problèmes avec les parents, leurs problèmes avec les garçons. Et vraiment, ça m'a rappelé énormément de souvenirs de ma propre vie au lycée, de mes propres problèmes que j'ai eus, etc. Et en plus de ça, on trouve à chaque début de chapitre une petite phrase qui est assez poétique et assez mélancolique. Par exemple, « Tu sais Lou, ça fait 10 ans qu'on se connaît à présent, tu peux me dire quel vœu tu avais fait ce jour-là » Ce sont des petites phrases que Lou et Sonia s'adressent l'une à l'autre et en fait, on retrouve le même procédé dans le manga Nana qui est, je pense, l'œuvre de ma vie. Voilà. C'est un manga que j'aime d'amour. Et justement, de lire ces petites phrases, ça m'a beaucoup fait penser à ce manga et à l'ambiance qui s'en dégage. Si vous aimez le manga Nana ou si vous êtes nostalgique de l'époque passée au lycée ou que vous êtes vous-même au lycée, vraiment, je vous recommande ce livre. Il est magnifique, il est juste, il est réaliste, il est parfait. Je vais maintenant parler d'un ouvrage qui n'est pas véritablement un roman, mais qui est plutôt un ouvrage documentaire et fictionnel à la fois. Il s'agit de La véritable histoire des contes de fées, ce que Walt ne nous a jamais dit, de Julie Grade aux éditions Jourdan. C'est un livre très spécial de par la façon dont il a été écrit. Il s'agit en fait d'un documentaire sur la vie de Walt Disney, mais également et surtout sur les différences entre les véritables contes écrits par exemple les frères Grimm ou par Charles Perrault et justement ce que Walt Disney en a fait en adaptation animée. Ce qui est très spécial dans l'écriture de ce livre en fait, c'est que c'est présenté d'une façon assez originale. C'est en fait un séminaire au paradis qui est donné par Walt Disney lui-même à des élèves, à des étudiants, mais au paradis. On retrouve également des célébrités qui assistent aux conférences comme Valérie Benguigui ou Robin Williams, mais aussi des personnages de livres comme Juliette de Roméo et Juliette ou Fifi Brindacier. Donc tout d'abord, la façon d'écrire en elle-même est extrêmement originale de la part de Julie Grade, c'est un gros point fort. Si vous vous intéressez aux contes de fées, eh bien je vous conseille vraiment celui-là parce que il est très ludique, il se lit très rapidement et c'est super intéressant ce qu'on apprend dedans. On va suivre de façon chronologique les différentes adaptations de Walt Disney. Donc on va commencer par Les Trois Petits Cochons, puis Blanche-Neige, puis
Cendrillon, etc. On trouve également La Belle au Bois dormant, Peter Pan, Aladdin et La Reine des Neiges entre autres, mais il y en a aussi beaucoup d'autres puisque tout, bien sûr, ne peut pas être abordé en profondeur ici. On trouve donc des petites fiches comme ça, agrémentées de petits trombones, qui récapitulent en bref, par exemple voilà, l'inspiration, de quoi exactement Walt Disney s'est inspiré, le contexte aussi qui a fait que Walt Disney a décidé d'adapter ce conte-là et pas un autre, mais aussi l'accueil du public et de la presse, etc. Des petits détails comme ça qui sont très intéressants et qui peuvent beaucoup servir. Personnellement, j'ai travaillé sur cet ouvrage pour un cours, ça m'a passionnée tout simplement. J'avoue n'avoir jamais lu un seul conte de fées original. Je n'ai jamais lu les contes de Grimm ni ceux de Perrault, ou alors j'étais toute petite et je ne m'en souviens absolument pas. Mais par contre je me souviens très bien des versions Disney. Donc ça a été très intéressant pour moi de voir comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait et toutes les choses qui ont changé justement. C'est l'exemple le plus classique, mais quand on sait que la Belle au Bois dormant a été violée dans son sommeil et que 2 enfants en sont nés, ouais, alors le viol il est où dans la version Disney? Je ne sais pas. En tout cas c'est un livre que je vous conseille très fortement si jamais ça vous intéresse de savoir quelles sont les différences entre les Disney et les contes originaux. Et enfin on termine avec un livre Young Adult de science-fiction. J'ai nommé IRL de Agnès Marot aux éditions Gulfstream dans la collection magnifique collection électrogène. Ici donc on va suivre Chloé, une jeune fille qui vit à Life City, une vie paisible avec sa mère, mais un jour elle va rencontrer Ilmi, le beau Ilmi, dont elle va follement tomber amoureuse. Elle va être très attirée par lui, ils vont danser dans un bar, une danse très sensuelle. Le problème avec Chloé, avec Ilmi et avec cette ville de Life City, c'est qu'il n'existe pas. Je m'explique. Il s'agit en fait d'un programme virtuel sur ordinateur. C'est un jeu vidéo qui est retransmis à la télé sous forme de télé-réalité et où les téléspectateurs peuvent voter et choisir du destin de chaque personnage. Chloé n'est donc pas destinée à finir avec Ilmi et elle va avoir le cœur brisé, elle ne va pas comprendre justement la réaction d'Ilmi puisque Ilmi va du jour au lendemain se détourner complètement d'elle alors qu'il semblait également attiré par elle. Mais le joueur qui contrôle Chloé entre guillemets va justement décider de la sortir de là, si je puis dire, puisqu'il va se rendre compte que Chloé a développé des facultés et des sentiments bien au-dessus de ce qui était censé se passer. Et il va l'aider à sortir du jeu et à justement se créer une véritable identité dans le monde réel. C'est un livre avec une histoire très originale. Qui ne s'est pas déjà demandé « et si j'étais contrôlée par quelqu'un ?» Osez me dire que quand vous avez joué aux Sims, vous n'y avez pas pensé. Moi je vous croirais pas. Parce que moi j'y ai déjà beaucoup pensé, je me suis déjà dit, mais mince, si on était contrôlé, si quelqu'un pouvait choisir de notre destin, si on faisait ces choses pour une raison bien précise et que ce n'est pas nous qui décidait de ça, bon, oui je suis un petit peu parano, mais c'est pas grave, je me pose des questions existentielles. Il faut par contre bien suivre parce qu'on a beaucoup de sauts dans le temps, on alterne entre Life City et entre la vie réelle, entre le moment où Chloé va expliquer tout ça à la télévision, expliquer tout ce qui s'est passé aux téléspectateurs, mais aussi des retours dans le passé. Donc voilà, il y a pas mal de sauts dans le temps qu'il faut bien suivre, mais à part ça, c'est un livre qui se lit très vite, très facilement. L'histoire est très prenante. Petit bonus puisque je vais vous parler très rapidement de 2 albums jeunesse. Tout d'abord Bjorn, 6 histoires d'ours de Delphine Perret aux éditions des Fourmis Rouges. Ce sont 6 petites histoires qui parlent d'un ours justement. Mais en fait, je ne vais pas vous raconter les histoires, je vais tout simplement vous montrer les dessins que j'aime énormément. J'ai découvert Delphine Perret cette année et c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son trait, j'aime beaucoup sa façon de dessiner. Et lorsqu'elle est également au texte, ses histoires sont toujours très douces, très mignonnes. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pour un album jeunesse. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir une morale ou un message subliminal ou quoi que ce soit. Parfois, les beaux dessins suffisent à eux-mêmes. Et dans Bjorn justement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, même si on peut trouver plein de significations, etc., plein de messages sous-jacents. Pour moi, cet album, il est tout simplement beau et c'est pour ça que je voulais vous en parler très rapidement aujourd'hui. Et enfin, on termine par Le garçon qui aimait la lune de Rino Aleimo aux éditions Gauthier Langros. C'est la même chose, c'est un album jeunesse que j'adore, que j'aime énormément pour ses dessins.
Les couleurs sont tout simplement sublimes, mais il y a aussi un très joli message assez triste. On peut comprendre que ce petit garçon est décédé puisqu'il veut vraiment faire un cadeau à la lune, on le voit dans les étoiles et voilà, on peut comprendre ça comme ça. C'est vrai qu'en le relisant plusieurs fois, j'ai vu ça, mais au début c'est vraiment pas la chose principale qui m'a attirée, c'est surtout les images, c'est surtout les couleurs. C'est un album magnifique. Vous savez tout des lectures que j'ai le plus aimées cette année. Voilà, beaucoup de young adult, mais un petit peu de lecture adulte aussi, donc voilà. Beaucoup d'imaginaire, un petit peu de contemporain. J'ai essayé de varier les genres, c'est vraiment quelque chose que je me fixe de plus en plus, de diversifier mes lectures. C'est tout pour moi, c'est la dernière vidéo de l'année. Une nouvelle année se prépare, donc plein de nouveaux projets sur la chaîne aussi. J'espère pouvoir les réaliser très vite. On reparle de ça très rapidement. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et si vous voyez cette vidéo après le 1er janvier, eh bien je vous souhaite une très bonne année, qu'elle soit remplie de bonheur, de santé et de plein de bonnes lectures. Dites-moi quelles sont vos meilleures lectures de l'année 2016 également. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.